Mon nom est Nathalie Mercé. J'ai 32 ans. Et la nuit où ma sœur m'a dit de quitter le dîner de Thanksgiving, ce fut la nuit où j'ai enfin compris que le seul sang ne suffisait pas à empêcher les gens de vous utiliser. Elle ne me l'a pas crié dans un accès d'émotion, ni dit dans un accès de colère alcoolisée. Elle m'a regardé droit dans les yeux, calmement et froidement, avec cette sorte de cruauté qui ne n'est que de la répétition, et a dit « Sors. L'argent ne fait pas la famille. » Ma mère n'a pas bronché. Elle a souri, ce sourire mince et satisfait qu'elle arborait toujours quand quelqu'un d'autre osait dire ce qu'elle insinuait depuis des années. Mon père a gardé les yeux fixés sur son assiette, comme si la lâcheté pouvait d'une quelconque manière compter pour de la paix. Et je me tenais là, dans une salle à manger que j'avais payée, entourée de nourriture que j'avais achetée, écoutant les gens qui s'étaient appuyés sur mon salaire pendant des années agir comme si j'étais l'intruse. Ce qui a rendu les choses pires, c'est que cela ne m'a pas semblé choquant. Cela m'a semblé honnête. Cette phrase n'a pas créé la blessure. Elle a juste retiré le pansement. 3 ans plus tôt, j'étais entrée dans la cuisine et j'avais vu une facture d'électricité impayée accrochée par un aimant sur le réfrigérateur, marquée d'un tampon rouge disant « Avis final ». Je l'ai payée avant que quiconque ne me le demande. Après cela, il y a eu la facture d'eau en retard, le loyer échu, les soldes des cartes de crédit, les courses d'urgence, les frais de réparation, l'argent pour les imprévus temporaires, et les petits désastres sans fin qui devenaient étrangement urgents une fois que j'avais de l'argent en banque. Un mois d'aide s'est transformé en 18 mois. Un renflouement s'est transformé en un système. Mes promotions sont devenues leur soupir de soulagement. Mes heures supplémentaires sont devenues leur coussin de dépenses. Et pendant que je travaillais tard, ils vivaient comme si ma discipline était miraculeusement devenue une ressource familiale. Ma mère commandait des abonnements de soins de la peau et des décorations saisonnières qu'elle prétendait être en solde. Ma sœur postait des cocktails sur les toits, des ongles vernis, et des légendes sur la protection de sa tranquillité. Mon père a perfectionné le silence las d'un homme qui voulait les bénéfices du soutien sans la honte de le demander directement. Alors, quand papa a finalement murmuré « Si tu ne supportes pas cette famille, pars », quelque chose en moi s'est figé. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas imploré qu'ils comprennent ce qu'ils avaient fait. J'ai simplement posé ma fourchette, pris mon manteau et je suis sortie. Pour la première fois depuis des années, je ne partais pas dans la douleur. Je partais dans la clarté. Avant de vous dire ce qui s'est passé après que je sois partie, dites-moi quelle heure est-il pour vous en ce moment, et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'air froid dehors m'a frappé le visage comme une gifle que j'aurais dû me donner des années plus tôt. C'était fin novembre, ce genre de froid qui rend chaque respiration vive. Mais pour la première fois cette nuit-là, je pouvais réellement respirer. Derrière moi, à travers les fenêtres de la salle à manger, je pouvais encore voir les lumières chaudes, la table que j'avais payée, les gens que j'avais portés, et la vie que j'avais passé des années à protéger, comme si la seule loyauté pouvait la transformer en amour. Je me suis tenue sur le trottoir quelques secondes, mon manteau ouvert, mon pouls battant la chamade, et mes mains tremblant d'un mélange de rage, d'humiliation, et de quelque chose d'encore plus étrange. Le soulagement. Un vrai soulagement. Ce genre de soulagement qui semble d'abord faux, parce que vous êtes tellement habitué à souffrir que la liberté vous semble presque irresponsable. Je ne suis pas retournée à l'intérieur. Je n'ai envoyé de message à personne. Je n'ai pas attendu que l'un d'eux court après moi, car au fond de moi, je savais qu'aucun d'eux ne le ferait. Ils avaient déjà dit à voix haute ce qu'ils pensaient tout bas. J'étais utile, mais je n'étais pas l'une d'eux, sauf quand je donnais. Alors, j'ai appelé un covoiturage, j'ai pris une chambre dans un petit hôtel en centre-ville, et je me suis assise sur le bord du lit dans le silence de cette pièce, fixant mon téléphone pendant que les messages commençaient à arriver. Pas d'excuses, pas de remords. Ma mère m'a envoyé un message, « Tu as mis tout le monde dans l'embarras en partant comme ça. » Ma sœur a envoyé, « Tu aimes le drame. » Mon père a écrit, « Reviens quand tu seras calmé. » J'ai lu les 3, puis j'ai retourné mon téléphone face cachée et j'ai ri une fois doucement, car même alors, ils agissaient toujours comme si ma réaction était le problème, et non ce qu'ils avaient fait. Quelque temps après minuit,
quand la colère s'est calmée suffisamment pour que le souvenir remonte, je me suis retrouvée à penser à tous les moments qui avaient mené à ce dîner. Pas les grands moments dramatiques dont les gens parlent plus tard, mais les humiliations plus petites qui ne semblaient petites que si vous n'étiez pas celui qui les avalait. 3 ans plus tôt, je suis rentrée chez moi après un service de 12 heures et j'ai trouvé une facture d'électricité en retard épinglée au réfrigérateur avec un avis final d'un rouge vif tamponné sur le devant. Ma mère avait dit qu'elle était trop stressée pour s'en occuper. Mon père avait dit qu'il pensait qu'elle était déjà payée. Ma sœur avait dit qu'elle supposait que je m'en chargerais, parce que j'étais douée pour les choses d'adulte. Je l'ai payée cette nuit-là même. 1 mois plus tard, ce fut la facture d'eau, puis le minimum dû sur une carte de crédit, puis les courses, puis un dépôt de garantie pour un appartement qu'il jurait pouvoir se permettre si je les aidais juste à traverser une période difficile. Une période difficile s'est transformée en une saison, puis une année, puis un système. Et chaque fois que j'essayais de ralentir les dons, ils étaient choqués, puis blessés, puis offensés. C'était leur ordre. Choc, culpabilité, blâme. Le souvenir le plus clair m'est revenu vers 2 heures du matin. J'avais passé 6 mois à économiser pour un examen de certification professionnelle qui m'aiderait à progresser dans le développement logiciel. J'avais sauté des dîners, porté de vieux manteaux, et pris du travail indépendant le week-end juste pour mettre cet argent de côté. 2 jours avant l'examen, je me suis connectée à mon compte et j'ai vu que la plupart de l'argent avait disparu. Ma sœur avait utilisé ma carte de débit pour payer un voyage entre filles à Miami dont elle avait grandement besoin. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas eu l'air gênée. Elle était assise sur le canapé dans un sweatshirt trop grand, se vernissant les ongles et me disant que j'étais dramatique. « Tu gagnes plus qu'assez », a-t-elle dit. J'allais te le dire. Ma mère a immédiatement pris son parti et a dit « Victoria a été tellement stressée ces derniers temps qu'elle méritait une pause ». Mon père, sans lever les yeux de la télévision, m'a dit d'arrêter de tout transformer en dispute. J'ai raté cet examen. Victoria est allée à Miami, est revenue avec des bronzages, des sacs de shopping, et un flux de photos rempli de légendes sur la guérison, le luxe, et la protection de son énergie. Je me souviens avoir regardé ces photos et avoir réalisé que j'avais fait des heures supplémentaires pour que quelqu'un d'autre puisse poster des couchers de soleil depuis une piscine sur un toit. Au matin, quelque chose en moi s'était endurci en structure. Je ne pleurais plus. Je ne faisais plus les 100 pas. J'en avais fini de faire le deuil d'une version de ma famille qui n'avait probablement jamais existé en dehors de mon espoir. Alors, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à couper les liens un par un. J'ai bloqué toutes les cartes auxquelles ils avaient accès. J'ai retiré ma mère de mon compte de virement d'urgence. J'ai annulé le forfait téléphonique familial. J'ai changé les mots de passe de tous les services de streaming, de toutes les applications de livraison, de tous les abonnements récurrents discrets qu'ils avaient oubliés que je payais. J'ai envoyé un courriel au responsable immobilier pour confirmer par écrit que je ne garantirais plus leur bail et que je ne serais pas responsable des paiements, des prolongations ou des négociations à venir. J'ai transféré chaque facture impayée et chaque avis de retard dans un dossier séparé de ma boîte de réception intitulée « Pas ma crise », puis j'ai fermé l'onglet sans lire le reste. Ce n'était plus de la rage. C'était de l'administration. Et cela, plus que tout le reste, me donnait un sentiment de pouvoir. Une fois la partie pratique terminée, je me suis tournée vers la partie de ma vie que j'avais repoussée, car leurs urgences étaient toujours plus fortes que mon avenir. J'ai appelé un recruteur que j'avais ignoré 2 fois auparavant, car je ne me sentais jamais assez libre pour dire oui à quoi que ce soit qui pourrait me faire avancer. Cette fois, j'ai dit oui à tout. Entretien, appel de présélection, évaluation technique. En 1 semaine, j'ai parlé à des entreprises qui ont clairement vu mes compétences. En 3 semaines, j'ai reçu une offre d'une société de logiciels de Manhattan offrant un meilleur salaire, des avantages sociaux plus solides, et le genre d'évolution que j'avais retardé pour le confort des autres. Je l'ai accepté. J'ai trouvé un appartement lumineux à Brooklyn avec de hautes fenêtres et des murs immaculés, et aucune de la lourdeur à laquelle j'étais habituée. À peu près à la même période, j'ai rencontré Dylan lors d'une rencontre technologique à Soho, après qu'il ait fait une blague pince sans rire sur le fait que le code hérité soit plus manipulateur que le X. Nous avons fini par parler pendant près d'1 heure. Il était facile d'être en sa compagnie,
d'une manière qui m'a d'abord rendue méfiante. Calme, observateur, d'un humour sec, et désintéressé par le théâtre émotionnel. Quand je lui ai finalement dit que j'avais arrêté de soutenir financièrement ma famille, il n'a pas cherché à adoucir les choses ni à me dire que le sang était le sang. Il a juste haussé les épaules et dit « Bien. Laisse-les découvrir la gravité. » Cette phrase s'est logée dans ma poitrine. Le soir de mon arrivée dans le nouvel appartement, debout seul au milieu du salon, entouré de cartons, de lumière de la ville et de silence, je me suis fait une promesse à voix haute. Peu importe à quel point il sonnait désespéré, peu importe à quel point il devenait cruel, peu importe combien de personnes ils envoyaient après moi, je ne retournerai jamais à être le seul qui les rattrape avant que la réalité ne le fasse. Ma nouvelle vie n'est pas arrivée d'un coup, dans une explosion dramatique de liberté. Elle est arrivée dans la structure, dans le rythme, dans une normalité si inconnue qu'elle semblait presque luxueuse. Café du matin qui restait chaud parce que personne ne m'interrompait avec une crise. Réunion de produits qui me stimulaient au lieu de m'épuiser. Long trajet en métro où mes pensées m'appartenaient. Soirée calme où mon salaire était toujours entièrement le mien à la fin de la journée. Pour la première fois depuis des années, mon intelligence construisait quelque chose pour mon propre avenir au lieu de colmater les trous de l'irresponsabilité des autres. Mon équipe me respectait. Mon manager me faisait confiance. Mon travail avait une importance d'une manière claire et mesurable. Dylan et moi nous sommes rapprochés lentement, ce qui explique pourquoi cela semblait sûr. Il n'y avait pas de chaos, pas de dette émotionnelle, pas de dynamique de sauvetage déguisée en amour, juste des dîners après le travail, des blagues sarcastiques, des conversations honnêtes, et le confort étrange d'être en compagnie de quelqu'un qui ne me voyait pas comme une ressource à gérer. Puis les nouvelles ont commencé à me parvenir, pas par rumeur, mais par preuve. Ma jeune cousine Leia a commencé à m'envoyer des captures d'écran avec peu ou pas de commentaires. Une confirmation de commande de produits de beauté coûteux sous l'email de ma mère. Une story floue de ma sœur dans un salon, tenant une boisson colorée et souriant comme si le loyer en retard n'existait pas. Une annonce montrant mon père essayant de vendre des appareils électroménagers en ligne tout en faisant croire à des amis de la famille qu'il ne faisait que désencombrer. Puis est arrivée la capture d'écran qui m'a fait rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement éhonté. Victoria avait posté sur Facebook. Certaines personnes pensent que payer quelques factures leur donne le droit d'abandonner leur famille quand les choses deviennent difficiles. Elle n'avait pas utilisé mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Tous les membres de la famille élargie savaient de qui elle parlait. La sympathie a afflué des étrangers et des parents éloignés qui n'avaient aucune idée qu'elle avait tapé ces mots sur un téléphone que j'avais financé, assise dans un appartement que j'avais garanti. Après des années de dépenses comme si les conséquences étaient facultatives. Ce poste m'a tout dit ce que je devais savoir. Il ne trébuchait pas vers l'humilité. Il se repositionnait pour un nouvel angle de manipulation. Un vendredi soir, alors que je révisais une liste de déploiement au travail, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Leia. Le message était court. Nat, il faut qu'on parle. Cette fois, c'est sérieux. Je me suis éloignée de mon bureau et je l'ai appelée immédiatement. Sa voix était plate, fatiguée, et au-delà de la prétention. Elle m'a dit que le propriétaire avait affiché un autre avis de retard. Elle m'a dit que les appels des créanciers arrivaient quotidiennement, et que ma mère avait commencé à cacher le téléphone sous les coussins du canapé. Elle m'a dit que Victoria ne pouvait toujours pas garder un emploi, car chaque manager était prétendument irrespectueux, jaloux, contrôlant, ou menacé par son attitude. Puis Leia m'a dit quelque chose qui a changé toute la forme de l'histoire. Mon père avait parlé à des parents dans mon dos, disant que j'étais instable, amère, et que je punissais la famille parce que j'étais jalouse que personne ne se centre plus sur moi. Cela m'a frappé plus fort que les insultes à Thanksgiving. La dépendance était une chose. La diffamation en était une autre. Il ne voulait pas seulement récupérer mon argent. Il voulait l'innocence, la sympathie, et la supériorité morale tout en l'obtenant. Je me suis tenue près de la fenêtre du bureau, regardant les lumières de la ville, et j'ai senti quelque chose en moi cesser de vaciller. Il ne s'agissait plus de savoir s'ils appréciaient ce que j'avais fait. Il s'agissait de savoir si j'étais enfin prête à les voir clairement.
J'ai rencontré Leia le lendemain soir dans un petit restaurant ouvert 24h24 dans le Queens, où le café avait un goût de brûlé, les banquettes étaient craquées, et personne à l'intérieur ne semblait avoir l'énergie pour la performance. C'était l'endroit parfait pour la vérité, ce genre d'endroit où personne n'attend de mensonges polis ou d'émotions soigneusement gérées. Elle est arrivée, tenant 2 dossiers serrés contre sa poitrine, et arborant l'expression épuisée de quelqu'un qui avait été poussé à l'âge adulte par l'égoïsme, le déni, et le refus des autres de faire face à la réalité. Avant même de s'asseoir, elle m'a regardé et a dit « Je ne suis pas là pour les défendre ». Puis elle s'est glissée sur la banquette en face de moi, a expiré lentement, et a ajouté « Je suis là parce que j'en ai fini d'être le témoin de secours dans cette famille ». Il n'y avait pas de drame dans sa voix, aucun besoin de me convaincre. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait déjà passé trop de temps à regarder le même désastre se répéter. Elle a ouvert les dossiers et a étalé tout ce qu'ils contenaient entre nous sous les lumières ternes du plafond. Avis de retard, capture d'écran, un avertissement imprimé du propriétaire, copie de message texte, rappel de paiement manqué, une publication sur les réseaux sociaux de Victoria qui était devenue encore plus laide depuis la dernière capture d'écran que j'avais reçue. Dans la version mise à jour, elle avait écrit « L'argent a rendu Nathalie arrogante. Elle a abandonné sa famille pour impressionner des étrangers. » En dessous, ma mère avait commenté « Certaines filles oublient d'où elles viennent. » Leia a poussé le papier vers moi avec 2 doigts et a dit « Ils font de toi le méchant parce qu'ils pensent que la honte est la seule chose qui te ramènera. » J'ai regardé les mots pendant un long moment, non pas parce qu'ils me surprenaient, mais parce que les voir en noir et blanc rendait la manipulation encore plus délibérée. Puis j'ai posé la seule question qui comptait vraiment. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant ? Leia a laissé échapper un petit rire sans humour. Le genre de rire que font les gens quand la vérité a cessé d'être choquante pour devenir épuisante. Tout, a-t-elle dit. Le loyer payé, l'assurance auto-couverte, l'argent pour les courses, une autre chance, une réinitialisation complète. Ils veulent que les factures soient réglées, que la pression disparaisse, et que tout ce désordre soit effacé. Et ils le veulent sans s'excuser, sans changer. Et sans entendre le mot « non ». Puis elle m'a dit le détail qui a durci tout en moi. Victoria disait aux gens que je bluffais quand j'ai dit que j'avais terminé. Elle avait dit mot pour mot, Nathalie plie toujours. Elle aime prétendre qu'elle a des limites. Cette phrase a eu un impact différent des insultes. C'était cruel, méprisant et arrogant, mais cela portait aussi le poids de la vérité. Pendant des années, j'avais plié. J'avais entraîné leur conviction qu'il leur suffisait de m'attendre, de me faire pression, de me culpabiliser, ou de m'embarrasser publiquement assez longtemps, et qu'éventuellement je reprendrais mon ancien rôle. Cette prise de conscience ne me rendait pas responsable de leur comportement, mais elle me forçait à confronter le rôle que j'avais joué en leur apprenant que mes limites étaient négociables. Leia s'est penchée en avant, baissant la voix, même si personne autour de nous ne faisait attention. Maman a peur, mais pas assez peur pour changer. Papa se cache derrière le silence comme il le fait toujours. Victoria pense toujours que c'est temporaire et que tu reviendras. Parce que tu le fais toujours. Aucun d'eux ne te prend au sérieux. Ils pensent que le temps finira par te fatiguer. Ils pensent qu'il leur suffit de tenir bon jusqu'à ce que la culpabilité fasse le travail pour eux. J'ai remué mon café et j'ai regardé la crème disparaître dedans, se dissolvant lentement en quelque chose de plus sombre et uniforme. Donc, ils veulent être sauvés avec leur fierté intacte, ai-je dit. Exactement, a répondu Leia. Ils veulent ton argent et ta soumission en même temps. Ils veulent être sauvés sans jamais admettre qu'ils avaient tort. Puis je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Pas ce qu'il voulait. Pas ce qui lui semblait juste, mais ce qu'elle voulait réellement qu'il arrive. Elle a répondu sans hésitation. Je veux qu'ils soient forcés de vivre dans la réalité. Je veux qu'ils arrêtent de se nourrir de celui qui est le plus fort dans la pièce. Et je veux que tu arrêtes de confondre sacrifice de soi et amour. C'était la première phrase honnête du côté de ma famille qui ne me demandait pas d'absorber plus de douleur, d'excuser plus de dégâts ou de me faire plus petite pour que tout le monde reste à l'aise. Elle a résonné en moi avec une sorte de calme étrange. Alors j'ai pris une décision sur le champ, dans cette banquette craquelée, avec de la crème froide tourbillonnant dans du mauvais café et des preuves étalées entre nous comme un audit final. Je n'enverrai pas d'argent.
Je ne répondrai pas aux accusations publiques avec panique. Je ne me précipiterai pas pour arrêter leur embarras, adoucir leurs conséquences, ou nettoyer un autre désordre dont ils n'avaient aucune intention d'apprendre. Mais je leur offrirai une dernière rencontre directe, non pas pour me réconcilier, non pas pour restaurer la paix, et non pas pour reconstruire l'ancien arrangement, mais pour éliminer toute excuse et leur permettre de se révéler complètement. J'ai envoyé un message au groupe de discussion familiale. Demain, 19 h à la maison. Si vous voulez me parler, venez prêt pour la vérité. Ma sœur a répondu la première. Enfin fini de bouder. Ma mère a envoyé, nous devrions rester respectueux. Mon père a écrit, ne crée pas de scène. J'ai lu les 3 réponses une fois, j'ai verrouillé mon téléphone et j'ai souri. Même maintenant, même avec les avis qui s'empilent et les conséquences à la porte, il pensait toujours qu'il m'invitait à revenir dans le vieux jeu. Il n'avait aucune idée que je ne revenais pas pour jouer. Je venais pour y mettre fin. Je suis arrivée 5 minutes en avance et je me suis assise dans la voiture un moment, regardant la maison qui avait consommé tant de mon énergie au fil des années. La lumière du Porsche vacillait. La boîte aux lettres était gonflée d'enveloppes. À travers la fenêtre avant, je pouvais voir du désordre empilé sur des surfaces qui étaient autrefois dégagées, du linge à moitié plié sur une chaise, des sacs de courses jetés dans les coins, et ce look immistakable d'une maison où le déni était devenu le principe organisateur. Quand je suis entrée, personne ne m'a accueilli chaleureusement. Personne ne m'a dit qu'ils étaient désolés. Ma mère était assise sur le canapé dans un gilet qu'elle ne portait que lorsqu'elle voulait projeter de la fragilité. Mon père était affalé dans son fauteuil avec cette même posture épuisée qu'il utilisait chaque fois que la responsabilité se rapprochait trop. Victoria se tenait près du plan de travail de la cuisine, les bras croisés, le menton relevé, le visage chargé d'une offense qu'elle n'avait pas méritée. Leia est restée près de la porte, silencieuse et alerte. Alors Victoria a dit, « Es-tu là pour nous faire la morale ou pour nous aider ?» J'ai posé un dossier épais sur la table. Ni l'un ni l'autre, ai-je dit. Je suis là pour clarifier la réalité. Puis je l'ai ouvert. J'avais tout imprimé. Relevé de virement, confirmation de paiement, garantie de bail, relevé de carte de crédit, reçu de services publics, capture d'écran des publications publiques, copie des messages où on me faisait pression, on me blâmait ou on se moquait de moi. Le message où Victoria avait dit « Je plie toujours ». Chaque date, chaque dollar, chaque fois que l'aide avait été présentée comme un devoir. Le premier changement dans la pièce est venu de Victoria. Pas de honte. D'alarme. Ma mère a essayé de prendre la parole en premier, comme d'habitude, en réclamant le terrain moral. Pourquoi imprimer des affaires de famille privées, a-t-elle demandé. Parce que vous les avez rendues publiques au moment où vous m'avez menti en ligne, ai-je répondu. Mon père a ouvert la bouche pour m'interrompre, mais j'ai continué, calmement et méthodiquement. J'ai énuméré 4 ans de soutien financier. Loyer, facture, assurance, épicerie, couverture de dettes, remboursement manqué, virement d'urgence. Je leur ai rappelé chaque promesse de me rembourser qui s'était doucement dissoute dans une nouvelle demande. Quand j'ai eu terminé, le silence dans la pièce était différent, pas émotionnel, mais documenté. Ce genre de silence effraie les gens qui survivent grâce au contrôle narratif. Puis je leur ai fait la seule offre que j'étais prête à faire. Je ne paierai pas leur loyer. Je ne me porterai pas garante d'un autre bail. Je ne leur donnerai pas accès à mes comptes, à mon crédit, à mon salaire ou à ma paie. Ce que je ferai, c'est offrir un chemin qui demanderait des efforts. J'avais organisé 3 opportunités d'entretien par le biais de contacts. Une pour ma mère dans une boulangerie locale cherchant de l'aide au comptoir tôt le matin. Une pour mon père dans un entrepôt avec des services de nuit. Et une pour Victoria avec un groupe de restaurants embauchant des hôtesses et des serveuses. Dans un deuxième dossier, j'avais imprimé des modèles de budget, des ressources de logement temporaire, le numéro d'une clinique juridique pour la médiation des locataires et une liste d'appartements moins chers dans des quartiers dont ils avaient autrefois ricané. C'est de l'aide, ai-je dit, pas du sauvetage. Victoria a réagi exactement comme prévu. Tu veux que je serve des tables, a-t-elle lancé, le dégoût se cuchant autour de chaque mot. Tu préfères m'humilier plutôt que de soutenir ta propre sœur. J'ai maintenu son regard. Non,
Tu t'es humilié toi-même quand tu as insulté la personne qui finançait ta vie. Ma mère a commencé à pleurer, mais même alors, les larmes semblaient sélectives, presque stratégiques. Nous sommes dépassés, a-t-elle dit. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons porté. Je l'ai regardé directement. Je sais exactement ce que vous avez porté. J'ai payé la plupart de cela. Mon père a finalement essayé l'autorité. Cette famille s'est occupée de toi avant même que tu ne gagnes de l'argent. Non, ai-je dit doucement. Cette famille m'a appris que l'amour devait être gagné par le surinvestissement, pendant que le reste d'entre vous restait à l'aise. Cela a eu un impact. Tout comme ce qui a suivi. Leia s'est avancée, pour la première fois, a cessé de modérer son ton pour le confort de qui que ce soit. Elle a dit à maman qu'elle en avait marre d'entendre le bruissement des sacs de shopping dans la même maison que les avis de retard. Elle a dit à papa que son silence n'était pas de la paix, c'était de la permission. Elle a dit à Victoria que la cruauté avec une coiffure parfaite restait de la cruauté. Pendant un bref instant suspendu, j'ai pensé que la réalité allait peut-être entrer dans la pièce. Ma mère avait l'air secouée. Mon père avait l'air plus âgé que je ne me souvenais de lui. Victoria avait l'air assez acculée pour comprendre, mais pas assez pour se transformer. Puis elle a ricané, a attrapé les papiers d'entretien, et a dit « Très bien, je ferai ta petite performance ». C'est là que j'ai su qu'ils étaient sur le point de simuler un changement au lieu de le choisir. Mais le faux changement me convenait. Il s'effondre rapidement quand personne n'est là en dessous pour soutenir la structure. Pendant exactement 9 jours, ils ont performé la réforme avec une énergie surprenante. Ma mère a envoyé à Leia des photos de la boulangerie, portant un foulard et faisant des légendes sur la dignité, la discipline, et les nouveaux départs. Mon père s'est plaint de l'orientation de l'entrepôt, mais il s'y est rendu 2 fois et a pris soin de dire aux gens à quel point c'était physiquement exigeant, comme si l'adversité méritait des applaudissements dès qu'elle le frôlait. Victoria a tenu bon plus longtemps, 13 jours, jusqu'à ce qu'un client retourne sa section, et qu'un chef de poste lui rappelle de réinitialiser correctement une table. Elle est sortie en trombe et a plus tard dit à quiconque voulait bien l'entendre qu'elle avait refusé d'être dégradée. Puis la campagne de mensonges s'est accélérée. Des amis de la famille ont commencé à envoyer des messages à Leia, puis à moi, disant qu'ils avaient entendu dire que je forçais ma mère à un travail humiliant et que je faisais servir des boissons à ma sœur en guise de punition. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des mois m'a envoyé un message « L'argent change les gens ». Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai continué à collecter des preuves, des captures d'écran, des dates, des notes vocales, des publications publiques. La date limite de loyer approchait, au lieu de réduire leurs dépenses ou de prendre un plan sérieux, ils ont redoublé de déni. Ma mère a traité le propriétaire de cruel. Mon père a insisté sur le fait que la banque trouverait un arrangement finalement, car ils le font toujours. Victoria a posté une autre story depuis un salon avec la légende « Certains d'entre nous savent encore vivre sous pression ». La témérité aurait été presque impressionnante si elle n'avait pas été si pathétique. Puis elle a commis l'erreur finale. Un soir, elle a posté publiquement. Peut-être que si ma sœur riche ne nous avait pas abandonnés, maman ne serait pas sur le point de perdre sa maison. Mais certaines femmes se soucient plus des promotions que de leurs parents. Mon téléphone s'est allumé presque instantanément. Des parents éloignés, de vieilles connaissances, des gens qui connaissaient une demi-histoire et voulaient le frisson du jugement. Je les ai tous ignorés sauf un message de Dylan. Tu ne dois pas te défendre auprès de gens déterminés à mal te comprendre, mais tu te dois une fin. Il avait raison. Alors, je me suis donné une fin. Le lendemain matin, j'ai fait envoyer par un avocat une mise en demeure formelle concernant les déclarations publiques diffamatoires. J'ai également envoyé un courriel directement au propriétaire par écrit, confirmant que je n'étais plus financièrement responsable de l'unité depuis des mois et que je n'assumerais aucune obligation antérieure ou future. Puis j'ai fait la chose la plus difficile et la plus froide que j'ai jamais faite. Je me suis complètement retirée. Fini les appels, fini les avertissements, fini les paquets de ressources envoyés par Leia. Fini la pensée stratégique sur des gens déterminés à rester irrationnels. Quand l'avis d'expulsion officiel a finalement été affiché, je l'ai appris parce que Leia m'a envoyé une photo de celui-ci collé à la porte. En dessous de l'image,
Elle avait écrit, il pensait vraiment que tu plierais. J'ai regardé le message pendant longtemps. Je m'attendais à ce que la culpabilité m'envahisse. Au lieu de cela, ce que j'ai ressenti, ce fut une sorte de paix terrifiante. Pas de joie, pas de triomphe. Juste le calme qui vient quand un cycle qui aurait dû se terminer des années plus tôt est enfin autorisé à atteindre sa conclusion naturelle. Une semaine plus tard, j'ai été promu au poste d'ingénieur produit senior après avoir dirigé le lancement d'un produit difficile qui avait presque brisé 3 autres équipes. Mon manager m'a félicité devant tout le département. Les gens ont applaudi. Dylan m'a invité ce soir-là, pendant le dessert, il m'a demandé si j'étais triste. J'ai répondu honnêtement. Je ne suis pas triste qu'ils affrontent les conséquences, ai-je dit. Je suis triste qu'ils les aient choisis plutôt que chaque chance qu'ils ont eue. C'était la vérité. Pas que je les avais abandonnés, mais qu'ils avaient eu la réalité offerte et avaient décidé de préférer le ressentiment. Le matin où ils ont perdu l'appartement, je ne suis pas entrée. Je me suis assise sur le siège passager de la voiture de Dylan, de l'autre côté de la rue, tandis que la pluie rendait le trottoir glissant et argenté sous un ciel gris. Un camion de déménagement était arrêté sur le trottoir. 2 agents se tenaient près de l'entrée avec le calme détaché de personnes qui avaient vu cette scène exacte se dérouler de 100 manières différentes. J'ai regardé ma mère sortir la première, serrant son sac à main et pleurant comme elle pleurait toujours quand les conséquences étaient suffisamment publiques pour nécessiter un public. Mon père est venu après elle, portant 2 cartons mal scellés et déjà affaissés au fond. Il semblait plus petit que je ne me souvenais de lui, non pas parce que je l'avais payé, mais parce que les excuses rétrécissent les gens à la longue. Puis Victoria est sortie avec de grosses lunettes de soleil malgré la pluie, traînant 2 valises chères sur un trottoir mouillé, comme si le style pouvait encore sauver la dignité. Même de loin, je pouvais voir la colère émaner d'elle. Puis elle a levé les yeux et a vu la voiture. Elle s'est figée. Pendant une seconde suspendue, j'ai su exactement ce qu'elle pensait. Pas que j'étais venue pour témoigner de la vérité, mais que j'étais venue pour l'arrêter. Elle a dit quelque chose de cinglant à ma mère et s'est dirigée rapidement vers nous, un talon glissant brièvement dans une fissure du trottoir. Dylan a verrouillé les portes avant même que je ne le demande. Victoria a frappé une fois fort sur la vitre passager. Je l'ai descendue de 2 centimètres, juste assez pour l'entendre, et juste assez pour lui rappeler que l'accès existait maintenant à mes seules conditions. Sa voix était rauque, dépouillée de tout artifice et de toute performance. « Es-tu heureuse » a-t-elle exigé. « Est-ce ce que tu voulais ?» Je l'ai regardée pendant un long moment, pas le maquillage brouillé ou la bouche tremblante, mais les années derrière elle, le vol, les moqueries, les mensonges publics, le sentiment de droit, la certitude que mon travail, ma patience, et mon cœur existaient pour sa commodité. Non, ai-je dit. Ce que je voulais, c'était une famille qui ne se nourrissait pas de moi. Elle m'a regardée comme si elle n'avait jamais entendu une phrase aussi claire. Ma mère s'est précipitée alors, pleurant plus fort, me suppliant de payer au moins un motel pour quelques nuits jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose. Mon père se tenait derrière elle, silencieux, enfin assez honteux pour comprendre, mais encore trop faible pour parler. Il aurait été si facile de céder à ce moment-là. Un coup de carte, un virement, une reddition familière qui aurait permis à chacun de reprendre ses rôles assignés. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai remis à ma mère une seule enveloppe par l'ouverture étroite. À l'intérieur, il y avait une liste d'abris, de programmes de formation professionnelle, de numéros de logement temporaire, et la carte d'une assistante sociale que j'avais contactée 2 jours plus tôt. Non pas pour les sauver, mais pour m'assurer que quoi qu'il arrive ensuite, cela impliquerait de vrais systèmes au lieu d'un autre renflouement secret de ma part. C'est tout ce que je donne, ai-je dit. Pas parce que je suis cruelle, mais parce que tout le reste redémarrait le mensonge. Ma mère a murmuré mon nom, dans le même ton qu'elle utilisait toute ma vie quand elle voulait que la version obéissante de moi revienne. Mais cette version de moi avait disparu. La colère de Victoria a craqué en dernier. Et quand elle a craqué, elle ne s'est pas transformée en dignité. Elle s'est transformée en désespoir. « S'il te plaît » a-t-elle dit, et je pense que le mot nous a tous choqués, y compris elle. Juste cette fois. J'ai failli sourire, car ce « juste cette fois » m'avait volé des années. Non, ai-je dit.
C'est la première fois qui compte vraiment. Puis j'ai remonté la vitre. Dylan s'est éloigné lentement, non pas pour le drame, mais parce que les fins sont assez lourdes sans performance. Dans le rétroviseur, je les ai regardés devenir plus petits sur le trottoir mouillé, entourés de cartons, de sacs, et de l'avenir exact qu'ils avaient construit en pariant tout sur mon retour. Au moment où nous avons traversé le pont, mon téléphone vibrait sans arrêt. Numéros inconnus, parents, alertes de groupe, gens qui voulaient des détails, de la sympathie, du blâme ou du spectacle. Je les ai tous bloqués, tous les numéros, tous les contacts, tous les nouveaux messages, sauf un. Elle a envoyé une seule ligne. C'est fini. J'ai répondu. Oui. Et pour moi, c'était vraiment terminé. 3 mois plus tard, j'ai signé les papiers pour un condo à Manhattan avec des fenêtres du sol au plafond, des murs blancs immaculés, et plus de paix que je n'avais jamais osé imaginer. 6 mois plus tard, je dirigeais une division produits et je conseillais de jeunes femmes qui avaient également appris que l'amour devait être gagné par l'épuisement. Quant à ma famille, je n'ai entendu que des fragments par la suite. Ma mère a loué une chambre chez une autre femme de l'autre côté de la ville. Mon père a fini par rester chez un cousin à l'étage et a gardé un emploi en entrepôt plus longtemps que quiconque ne l'attendait. Victoria, la sœur qui avait autrefois ricané à l'idée de servir quelqu'un, a fini par servir des tables dans un restaurant de chaîne bon marché dans le New Jersey après avoir épuisé tous les amis, les flirts et les faveurs disponibles. Ce détail ne m'a pas rendue joyeuse. Il a rendu l'histoire complète. Car la vengeance, celle qui guérit vraiment, ne consiste pas à crier plus fort, à humilier plus durement, ou à devenir assez cruel pour refléter les gens qui vous ont blessé. Elle consiste à refuser d'interrompre les conséquences qu'ils ont construites de leurs propres mains. Ils ont dit, l'argent ne fait pas la famille. Au final, ils avaient raison. L'argent n'a jamais fait de moi une famille. Le sacrifice l'a fait. La loyauté l'a fait. La vérité l'a fait. Et parce qu'ils n'ont offert aucune de ces choses quand cela comptait, tout ce qu'il me restait à leur offrir en fin de compte, c'était la distance.